Donc j'appelle à nous rejoindre Lucille Nourry, Pierre Victoria et Benjamin Perdreau. Merci de nous rejoindre très vite. Et pour les interviewer, un certain Corentin Lallet, que vous avez déjà eu le privilège de rencontrer tout à l'heure, et Olivier Tapon, qui nous rejoint également. Je vous laisse vous installer et je me permets de vous présenter très rapidement. Alors, chère Lucille Nourry, vous êtes, vous aussi, issue de cette maison, ingénieure des arts et métiers. Vous êtes présidente et fondatrice de Green Creative. Pierre Victoria Magauche, vous êtes directeur du développement durable du petit groupe Veolia, un peu plus de 160 000 collaborateurs, 3 grands métiers, eau, déchets, énergie, un petit 24 milliards, un peu plus de 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Benjamin Perdreau, vous êtes responsable de la RSE de COP de France. Alors COP de France, très rapidement, c'est une organisation patronale qui représente 2600 coopératives agricoles en France. C'est quand même 40% de l'industrie agroalimentaire de ce pays. Vous me disiez, une marque agroalimentaire sur 3, 165 000 salariés, 90% de PME, mais aussi quelques très grands acteurs. Si je vous cite des noms comme Tereos, Crystal Union, Limagrain, Terrena, c'est la réalité du monde de la coopération agricole. Olivier Tapon, notre intervieweur, alors il nous manque de la place. Oui, j'ai jamais été aussi grand de ma vie. Mais il est très bien, Corentin. C'est vous qui avez la bonne place. Olivier Tapon, vous êtes étudiant de l'EPF et lui aussi, vous êtes, vous aussi, cher Olivier, vous êtes dans la filière environnement de l'EPF. Et puis Corentin Lallet, que je ne vous présente plus, que vous connaissez si bien. Olivier, peut-être, je crois que vous avez une question pour démarrer. Tout à fait. Bonsoir à tous. Avant de poser cette question, j'aimerais d'abord faire une petite mise au point sur l'idée de développement durable dont on va parler. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes idées de développement durable aujourd'hui. La première, c'est celle que vous connaissez tous. C'est l'idée qu'il y a 3 champs, l'économie, le social et l'environnement, qui sont plus ou moins équivalents les uns aux autres. Vous savez, c'est le petit schéma avec les 3 ronds, côte à côte, et au milieu, quand ils se croisent, eh bien, on a le durable. Cette idée, c'est celle qui est la plus présente dans le débat, mais elle pose un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire que si on prend un projet qui a une valeur sociale, c'est-à-dire qui respecte l'homme, qui a également un intérêt économique, un projet rentable, on pourrait considérer avec cette représentation-là qu'on peut oublier l'aspect environnemental si les 2 autres sont suffisamment prégnants pour supplanter l'environnement, c'est-à-dire qu'ils compenseront d'une certaine manière. Cette vision-là du développement durable qu'on a, elle pose un problème, c'est que c'est ce qu'on a eu pendant des décennies, ça peut mener au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire du business comme on le faisait avant, mais dans 50 ans, dans 100 ans, on aura peut-être tous cramé et ce sera un petit peu embêtant pour continuer. Ce que nous disait Manon tout à l'heure, en substance, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Et donc on en vient à une deuxième représentation qui semble un peu plus logique au vu de la situation présente, c'est-à-dire qu'on a l'environnement, tout ce qui nous entoure, on a l'être humain à l'intérieur, et ensuite on a l'économie, l'économie qui reste une invention de l'être humain. C'est la manière dont on organise nos rapports, nos échanges. Et donc ma question, messieurs, dames, c'est cette vision de la durabilité forte, comment est-ce que vous l'intégrez dans votre stratégie d'entreprise à court terme, à long terme? Parce qu'on a des problèmes forts, notamment sur l'écologie, sur le réchauffement climatique, et les entreprises ont leur part de responsabilité. Elles ont leurs contraintes. Ouais. Comment elles peuvent faire dans leur stratégie pour résoudre ce problème? Et vous n'avez pas 3 heures pour plancher. Qui commence? Moi, je veux bien, mais... Allez-y, cher Pierre Victoria. Non, vous posez bien la question de la durabilité. D'abord, il y a une phrase que dit Antoine Frérot, le PDG de Veolia, que j'aime bien, qui dit, dans le fond, aucune activité économique... La phrase ou le PDG? Les deux. Les deux. Merci. Vous pouvez noter les deux. C'est promis. C'est filmé. C'est filmé. Qui dit, aucune activité économique ne peut perdurer si elle ne répond aux attentes de son époque. Et je pense profondément que c'est ça le sujet de fond aujourd'hui. Et c'est-à-dire que la façon dont une entreprise se comporte vis-à-vis de son environnement, la façon dont elle traite ses salariés, la façon dont elle discute avec ses parties prenantes, en fait, conditionne profondément la question de sa légitimité. Donc, vu de l'entreprise, je ne vais pas revenir sur la philosophie de développement durable, je pourrais donner mon avis quand même 2 minutes, mais vu de l'entreprise, c'est avant tout une question de
légitimité et de durabilité, qui sont les deux termes, à mon avis, absolument fondamentaux pour poser la question du développement durable. La question du développement durable, pour moi, a été mal posée historiquement. Elle était mal posée à travers ce que vous avez parlé des 3 piliers. D'abord, il y a 2 choses qu'il faut dire. C'est que, 1, le concept de développement durable s'est très vite réduit à la question environnementale du fait d'une réappropriation marketing des questions de développement durable. C'est-à-dire que quand on demande aux Français, vous savez, il y a une étude que fait Ipsos tous les ans sur les entreprises et le développement durable. J'ai la chance, c'est que l'entreprise Veolia sort dans les 3 premiers, mais sinon, celle qui sort le plus facilement, c'est une grande marque de distribution de grande surface, parce qu'elle a fait 2 développements durables, son outil de marketing. Donc il y a eu une appropriation par le sujet. Donc on a essentiellement bloqué sur la question environnementale, on a oublié la question sociale. On a peu intégré la question économique, en particulier, y compris les grands promoteurs des questions d'écologie ont oublié la question économique dans leur vision. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que 3 piliers, ça ne fait pas vraiment une marche. C'est-à-dire que si vous voulez créer des dynamiques, ce n'est pas en créant des silos et ce n'est pas en créant des piliers. La question, c'est vers quelle stratégie et comment on peut avancer ensemble en matière de développement durable. Donc voilà, je voulais juste insister là par rapport aux propos qui étaient le vôtre. Alors, Lucille ? Oui. C'est vrai que la question du développement durable, alors nous on est sur l'environnement, donc forcément ce pilier-là, c'est pas loin facile, du cœur entre guillemets, business, voilà. Mais comme on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Mais pas vous. Mais pas nous. Et c'est vrai que j'en reviens à la première table ronde et même la 2. Je pense qu'encore une fois, c'est l'humain qui est au cœur du développement durable. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est donc je suis assez jeune et j'ai pas connu d'autres sociétés quasiment avant d'avoir fondé Green Creative. Il y a 1 an, on a levé des fonds auprès d'Alter Equity, qui est un fonds qui essaye justement de montrer que l'économie peut être durable et peut lier environnement, sociétal et économie. Et c'est rigolo parce que, alors je ne sais pas si c'est rigolo, mais quand vous allez chercher des fonds, vous êtes souvent amené quand même à présenter des chiffres, à présenter une croissance. L'équipe intéresse quand même, mais des fois ça peut vite se cantonner à juste des chiffres du résultat et dans 5 ans vous ferez combien et avec combien on aura de profit. Et avec ce fonds d'investissement, la question a vraiment été tournée autour de l'équipe, de l'humain, du projet et je trouve qu'on va de plus en plus vers ça. Et l'humain est vrai dans une société, mais également, comme a été dit tout à l'heure sur la question du RSE, sur l'amont et l'aval, sur la responsabilité entre guillemets, humaine des échanges qu'ont les fournisseurs avec une petite société et que nous, petites sociétés, avons aussi avec nos fournisseurs et nos clients. Et ça, c'est vrai que c'est des réalités et des difficultés auxquelles on est confronté certaines fois. Benjamin Perdreau, alors, quid du développement durable dans le monde de la coopération agricole, des coopératives agricoles? Alors au niveau des coopérations, des coopératives agricoles, nous la RSE c'est vraiment un élément différenciant sur le marché. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui on est pas mal sur la guerre des prix. Il y a encore aujourd'hui des producteurs de lait qui se mobilisent pour lutter un peu contre les prix bas. Donc nous aujourd'hui au niveau de la coopération agricole, ce qu'on porte vraiment comme message, c'est que la RSE, qui est créatrice de valeur, permet de se différencier sur le marché de l'agroalimentaire. Et c'est vrai que le marché de l'agroalimentaire, dans ces 10 dernières années, si vous avez suivi ça de près ou de loin, il y a eu des évolutions des attentes des consommateurs qui sont très importantes. Alors, moi aussi, je vais sortir une étude. C'est Greenflex, qui est une entreprise très bien sur la RSE et le développement durable, qui depuis 12 ans fait un observatoire sur les achats responsables. Et donc ils ont présenté leur dernière étude la semaine dernière et ils confirment en fait les attentes croissantes et maintenant majoritaires des consommateurs sur tout ce qui est produit responsable. Donc là, il y a vraiment un intérêt économique et de pérennité aussi pour les coopératives de se positionner sur ces créneaux-là et de développer des produits qui vont répondre à ce genre d'attentes. Donc on a... et on le voit bien avec le bio par exemple, le bio, 20% de croissance durant les 2 dernières années, où les consommateurs dans le bio vont aller rechercher le lien avec la santé
le bien-être, enfin voilà, ces différents éléments-là. Donc on a une très forte évolution dans les dernières années sur le secteur de l'agroalimentaire. Et avec des marques qui, sur des positionnements de prix, je crois que vous me citiez, c'est qui le patron, par exemple, sur le litre de lait, qui le vend à 15-20% de plus. Oui, Carton, c'est le point d'entrée. Oui, et puis ça, c'est un peu le gros succès là, des 6 derniers mois dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est qui le patron qui a commencé avec le lait, donc un lait avec une rémunération plus juste des producteurs. Hein. On est à 1 € le litre, alors que normalement on est plutôt à 60 centimes, 70 centimes le litre. Gros succès parce qu'aujourd'hui, les consommateurs cherchent aussi de l'éthique dans les produits. Et puis il y a un intérêt à l'échelle internationale, je pense au travail que vous faites sur la déclinaison de la norme ISO 26000 dont on a parlé tout à l'heure dans votre secteur. Oui, et puis étant un ancien de l'AFNOR, donc je vais faire la promotion. Oh là, ils sont partout. La contamination vertueuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la RSE, c'est quand même un axe important pour le secteur agroalimentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur agroalimentaire ces dernières années véhicule une image, comment dire, pas forcément des plus positives, avec tous les reportages L214 ou ce genre de choses. Et on pense que la RSE peut être un vecteur de communication positive. Donc en 2013, quand il y a eu toutes les réflexions sur les contrats de filière, la RSE était un des points du contrat de filière de l'agroalimentaire, avec cette volonté justement d'approprier l'ISO 26000 pour le secteur agroalimentaire. Donc en 2012-2013, il y a eu une déclinaison de l'ISO 26000 pour le secteur agroalimentaire qui a été faite avec un nom à coucher d'or, l'ACX 30030, oui, mais qui se veut beaucoup plus opérationnel pour les entreprises de l'agroalimentaire. Et on avait aussi pour objectif donc, de le porter à l'international et de développer la première déclinaison sectorielle de l'ISO 26000. Et donc ça a été voté, on est en train de lancer ces travaux-là qui devraient déboucher en 2018. Parce qu'on imagine bien, si on a en tête, vous citiez la mauvaise image de l'agroalimentaire due à certains scandales, bon, ayons en tête les scandales en Chine, du lait contaminé à la mélamine, ou sur lequel on est sur une population colossale, des enjeux vitaux, sur lesquels les garanties, la normalisation, les garanties des systèmes de production sont majeures. D'ailleurs, ils sont engagés, ils vous suivent sur vos projets? Oui, effectivement. Donc, on est sur un projet ISO, donc ISO dit international. Et donc, oui, la Chine sera présente, on aura le Brésil, on aura le Japon, le Kenya, pas mal de pays d'Afrique francophone aussi. Et aussi des pays européens. Donc oui, ça engage quand même pas mal au niveau mondial. Corentin, depuis son perchoir, le pauvre. Allez-y, je sais que vous avez des questions. Justement, c'est bien, parce que là, on commence à parler un peu de transversalité. Moi, j'essaie de rapprocher ça à vos écosystèmes, dans vos entreprises. Vous évoluez avec eux, donc avec vos clients, avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos sous-traitants, vos concurrents. Quel rapport, quelle responsabilité vous tenez vis-à-vis justement donc de vos écosystèmes en termes de développement durable? Qui commence? Je vais être un peu concret sur notre façon de nous organiser, parce que je pense que notre débat il est théorique, mais à un moment donné, l'intérêt aussi c'est de pouvoir dire comment ça se passe pratiquement. Pour nous, nous avons défini 9 engagements en matière de développement durable et de RSE. 3 pour la planète, 3 pour les territoires, 3 pour nos salariés. À travers ces 9 engagements, il y a 12 indicateurs. Donc on a passé 1 an et demi à définir des méthodologies qui sont robustes et officielles sur chacun des choses. Et on a un membre du comité exécutif qui est en charge, chaque membre du comité exécutif est en charge du suivi de chacun des indicateurs. On a des objectifs 2015-2020 et tous les ans, au comité exécutif, nous avons une revue de savoir où on en est par rapport aux 9 engagements et par rapport aux 12 indicateurs. Ça, je crois que c'est important de le comprendre, c'est que au-delà du débat sur développement durable et RSE, il y a une question de pilotage du développement durable et de la RSE. Et donc ça donne lieu à un rapport global, ainsi qu'une déclinaison sur l'ensemble des 12 zones qui constituent les 46 pays sur lesquels travaille Veolia, qui sont étudiés, sur lesquels on a un système de reporting extrêmement important. Donc voilà comment on travaille. Il y a un point sur lequel qu'on n'a pas suffisamment dit, me semble-t-il, depuis le début de la soirée, c'est que la RSE est de moins en moins une question de philanthropie ou de volontariat. C'est de plus en plus une question de compliance et de réglementation.
Il y a eu, depuis la loi NRE de 2001, vous avez eu le Grenelle de l'environnement. Donc désormais, ça veut dire que toutes nos informations, en tous les cas pour une taille d'entreprise comme nous, sur le plan social, sociétal, environnemental, doivent être certifiées par un organisme tiers indépendant. C'est exactement comme un commissaire en compte. En l'occurrence, c'est d'ailleurs KPMG qui le fait. Aujourd'hui, avec la loi de transition énergétique, bien évidemment, on doit définir, nous on le fait depuis 10 ans, nos émissions de gaz à effet de serre et nos investisseurs vont devoir dire désormais si nous sommes sur des trajectoires de degrés et si nous ne le sommes pas. Il y a eu donc la nouvelle loi, sur la proposition de loi qui a été adoptée sur le devoir de vigilance vis-à-vis de ses propres sous-traitants. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur notre plan de vigilance vis-à-vis de nos sous-traitants. Mais ceci, c'est plus une logique de volontariat, c'est plus pour être en harmonie avec l'ensemble de ces écosystèmes, c'est tout simplement parce que les lois et les règlements le font. Et quand les lois et les règlements ne le font pas, ce sont ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire des guides de bonne pratique qui sont notre guide, c'est-à-dire à la fois le guide AFEP-MEDEF en matière de gouvernance et d'éthique, vous avez le guide de l'OCDE, c'est-à-dire qu'on est dans un système de régulation aujourd'hui du développement durable et de la RSE qui s'impose à nous bien évidemment, d'y mettre notre propre organisation. C'est ce que nous avons fait à travers nos propres engagements. Lucille Nouril, sur l'écosystème et votre responsabilité ou non, mais je ne doute pas de la vôtre. Moi, je suis assez surprise par ce qui se dit. On parle beaucoup de normes, d'engagement et de règles. Et je suis désolée, mais j'y reviens un peu. Il y a le côté humain. Et quand on est une start-up, on était 5 il y a un an, on était 3 il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est 25. Donc, on est vraiment tout petit. Et l'humain est vraiment très, très important. Et en plus, on est sur l'innovation. Donc, sur quelque chose où c'est nouveau. Et le travail avec les grands groupes par rapport à toute cette problématique est très très difficile, même s'il y a des engagements, s'il y a des normes, s'il y a des lois qui se mettent en place, on va dire internes, il y a ce que j'ai ressenti moi personnellement au sein de mon expérience start-up et même notre équipe entière, c'est que alors je pense qu'en haut ça réfléchit et en effet il y a une volonté et une dynamique de ce point de vue-là. Et par contre, en bas, elle n'est pas relayée humainement. Et des fois, on voit des aberrations qui, justement, ne collent plus du tout au discours d'un grand groupe et qui sont très difficiles à gérer quand on est une petite société. C'est peut-être un sujet quand on est un paquebot, comme Veolia, et que finalement, on a une petite embarcation avec laquelle on pourra avoir un point de contact. Comment est-ce qu'on peut fonctionner et finalement concrétiser la stratégie telle qu'elle est déclinée à travers les axes définis? Je ne sais pas ce que vous entendez, quand vous parlez de l'humain, parce que nous sommes un métier de service, donc l'efficacité de notre travail dépend complètement de la performance de nos salariés et de leur capacité à être à l'aise et dans leur propre activité. J'aurais dit, dans nos engagements de développement durable, je l'ai dit, il y en a 3 qui concernent les salariés, qui intègrent les questions de sécurité, les questions de féminisation, qui intègrent aussi les questions de dialogue social. On s'est engagé en 2020 à avoir l'ensemble de notre périmètre couvert par 85% de nos salariés qui auraient un dispositif de dialogue social, ce qui n'est pas si évident que ça quand vous savez qu'une grande partie de nos activités se font en Chine ou dans les pays du Golfe. Donc c'est quand même des engagements extrêmement forts. Donc, bien évidemment, il y a tous les outils de performance. Donc, en interne, en ce qui concerne les salariés, on est extrêmement vigilant à ce que les choses se passent. Est-ce que c'est par rapport aux écosystèmes ou dans nos relations avec Moi, je dirais dans la globalité, et notamment, par exemple, on parlait encore d'open innovation. C'est quelque chose qui, moi je trouve ça très beau, l'open innovation, je suis vraiment favorable, mais j'ai été conviée avec pas mal de grands groupes sur ces sujets-là, et au final il n'y a rien de concret qui sort aussi à la fin. Je ne sais pas, nous en tous les cas on a un système, d'abord on a embarqué ce qu'on appelle Veolia Innovation Accélérateur dans un certain nombre de territoires, où on donne l'ensemble des données du territoire à un certain nombre de start-up ou de gens qui s'intéressent à nos propres métiers, où on les laisse donc en libre et on les aide à avoir accès à l'ensemble de ces données en fonction et on leur propose d'ailleurs, au-delà des territoires, à certaines des entreprises, dans les 45 pays où nous sommes, que s'ils ont un projet ou une innovation, de vérifier, non pas seulement sur un pilote, mais globalement dans l'ensemble des pays où on est, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ce qui fait gagner quand même beaucoup de temps
à l'entreprise, à l'entrepreneur, sur voir si son projet, son idée est valide. La seule chose, bien évidemment, que l'on a dans l'accord contractuel, c'est que si par hasard les choses fonctionnent, et bien évidemment elles concernent nos métiers, sinon on ne serait pas en lien avec eux, bien évidemment nous avons un droit prioritaire sur le contrat qu'on pourrait signer. Donc il me semble que c'est des types d'accords qui sont relativement... dans la logique d'écosystème, plutôt ouvert et... Plutôt ouvert. L'important, c'est de donner les données. Et l'intérêt d'un grand groupe, c'est de pouvoir donner des bases de données de réflexion et de regarder avec l'entrepreneur qui a sa start-up, de vérifier si les choses fonctionnent selon des modalités contractuelles où on peut être effectivement sur des principes gagnant-gagnant. Benjamin, peut-être, sur l'écosystème alors, un écosystème particulier sur la coopération agricole, je fais un focus donc sur la chaîne alimentaire. Donc c'est l'amont agricole, tout ce qui est le champ, et puis après ça va être la vente et le distributeur. Juste pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la coopération agricole, une coopérative agricole c'est quoi? C'est une structure en fait qui a été créée par des agriculteurs et qui est dirigée par des agriculteurs. Donc voilà, déjà ça pose le sujet. Et il y a une partie prenante. Donc partie prenante, langage de l'ISO 26000, enfin un terme de l'ISO 26000, il y a une partie prenante qui est très importante pour les coopératives, c'est les agriculteurs adhérents à la coopérative. Parce que les agriculteurs adhérents à la coopérative, ils vont avoir un triple rôle vis-à-vis de cette coopérative. Déjà, ils vont avoir un rôle de propriétaire de la coopérative. Donc, qui ont une part de la coopérative, vont prendre part aux différentes décisions de la coopérative, voter pour un président, voter en AG, un truc assez classique, mais voilà, c'est quand même du terrain qui est présent dans les choix stratégiques de la coopérative. On va avoir cet agriculteur qui va faire de l'apport en matière première, qui va apporter ses petits pois, ses épinards à la coopérative, qui va gérer après sa transformation et après la mise en marché. Et après, le dernier, c'est aussi la coopérative qui va apporter des services à l'agriculteur adhérent. Donc là, on est vraiment sur une partie prenante bien spéciale des coopératives. Et là, on a aussi, ce qui est intéressant, c'est que la coopérative va pouvoir accompagner l'agriculteur dans pas mal de sujets, et tout ce qui est agroécologie, hein, le grand projet de transition agroécologique pour réduire les intrants, choses comme ça. Là, la coopérative est vraiment un acteur important. Tout à l'heure, on parlait du big data. Le big data, c'est aussi dans l'agroalimentaire. On ne fait pas forcément le lien, on va penser qu'on est tout le temps avec des tracteurs un peu arriérés, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de coopératives qui sont en train de tester des drones pour limiter, pour traiter seulement les endroits de la parcelle qui en ont besoin. Il y a pas mal aussi d'outils qui se mettent en place, comme piloter sa ferme, ou sinon tout ce qui est la ferme digitale, qui est justement sur le traitement des données pour limiter l'impact de la production agricole. Donc ça, c'est sur le premier volet amont agricole, il y a un fort enjeu. Et après, le dernier, c'est avec les distributeurs. Les distributeurs, donc aujourd'hui, il y a pas mal de négociations sur les prix. Hein. À chaque fois, les négociations commerciales, c'est un peu tendu, on va dire, dans les box. Mais on voit un point d'inflexion où des critères plus larges que le prix sont en train d'être intégrés. Et donc, des éléments comme la RSE, comme le fait, l'origine locale, le côté sans pesticides, tout ce qu'on appelle les clean labels, sans antibiotiques, sans pesticides, sont des éléments qui vont être demandés par les distributeurs. Donc, on voit en plus donc émerger du côté dans la relation distributeur et coopérative, transformateur, toute cette notion d'achat responsable. Ça commence à être intégré. On en est au début, mais je pense que ça va. Je vais encore faire une pub d'une norme, désolé, mais c'est l'actualité. L'ISO 20400, donc une nouvelle norme sur les achats responsables qui vient d'être promulguée et publiée là il y a un mois même pas. Donc ça va, je pense, prendre de plus en plus ampleur au-delà du secteur agroalimentaire. Olivier avait une question, je crois, sur la R&D. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Lucille Noury et Pierre Victoria, entre autres, les entreprises doivent suivre la réglementation qui évolue sans cesse au niveau du développement durable. Mais une entreprise, dans ce monde avec tant d'incertitudes, comme il disait sur les tables rondes précédents, il faut faire plus que ça. Il faut anticiper les évolutions et il ne faut pas seulement attendre que la réglementation change les choses. Les entreprises doivent être motrices. Pardon. Et donc ça passe par l'innovation, ça passe par la R&D. Mais la R&D, ça a un budget, c'est un coût.
et les entreprises ont un certain nombre de contraintes, les salariés, les actionnaires à rémunérer, les charges de l'entreprise. Donc ma question, tout simplement, c'est quelle place vos entreprises accordent-elles à la R&D pour mettre en place l'innovation dans la recherche et développement? Enfin, je pense que nous sommes tous les deux, si je comprends bien, dans le secteur environnemental. Donc, bien évidemment, le développement durable, c'est aussi notre métier. On offre à nos clients des solutions en matière de développement durable. En particulier, nous, sur les questions d'économie circulaire, c'est-à-dire que tout le cœur de notre métier, c'est de faire en sorte que des services qui, au niveau territorial, étaient historiquement déconnectés, c'est-à-dire l'eau d'un côté, l'énergie de l'autre, la propriété de l'autre, aujourd'hui sont reconnectés dans des logiques d'économie territoriale, et cela ne peut se faire que grâce à l'innovation. C'est-à-dire que la décharge produit du gaz qui chauffe la ville, l'usine d'incinération fait de l'électricité et du chauffage, et même la station d'épuration aujourd'hui est capable de produire de l'énergie en dehors de sa propre consommation. Donc on est au cœur de cette problématique-là, et bien évidemment, du coup, notre recherche, elle est essentiellement orientée vers des solutions de type de durabilité. Ce que je voudrais vous dire, je voudrais raconter quand même deux anecdotes sur les questions de compliance et dessus, parce que je trouve ça... Nous, en matière de gaz à effet de serre, par exemple, nous reportons nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2002, depuis très longtemps. Et on l'en faisait à la fois pour pousser à réduire nous-mêmes nos propres, sur les exploitations qui nous sont données, nos propres émissions, mais aussi pour proposer à nos clients des outils d'empreinte et de réduction de leurs propres émissions. Or, avec la nouvelle loi sur la transition énergétique aujourd'hui, donc vous savez, les investisseurs doivent reporter les émissions de gaz à effet de serre de leur portefeuille, et nos investisseurs nous ont dit, mais attention, vous êtes trop gros, vous avez trop d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'effectivement, on le faisait sur des bases qui étaient les plus larges possibles, et en particulier, même dans les joint ventures, on le faisait à 100%, généreusement, puisque le but du jeu, c'était de montrer que c'était un vrai problème. Donc, écoutez, on a diminué de 20%. C'est pas grand-chose pour la planète, mais ça satisfera un certain nombre d'investisseurs que dans leur portefeuille, Veolia est désormais 20% de moins. Et puis, quick cette année, c'est qu'on a pourtant augmenté, par ailleurs, un problème qui était les questions du méthane, qui est un gaz qui est issu des décharges et qui est extrêmement, dans le pouvoir réchauffement global, est important, et sur lequel nous on a souligné dans tous les conférences internationales qu'il n'y avait pas que le CO2 dans la vie, il y avait aussi le méthane, et que le méthane avait un pouvoir de réchauffement global extrêmement important, et qu'en plus il était facile à capter. C'est les vaches d'un côté, ça on ne peut pas faire grand-chose, vous peut-être. Le riz, là non plus, on est un peu juste. C'est vrai que sur les vaches, on peut faire quelque chose d'ailleurs, s'ils mangent du lin au lieu de manger d'autres choses, et les décharges. Bon. Et donc, or, il se trouve que le GIEC a décidé que le pouvoir réchauffement global du méthane était passé de 21 à 28. Donc j'ai demandé à mes équipes de tenir compte de ce pouvoir réchauffement global dans nos émissions. On dit, mais attendez, vous êtes en train d'augmenter vos émissions. Je dis, oui, mais soyons cohérents à un moment donné. Donc c'est aussi les limites aujourd'hui du reporting et les limites du benchmarking. C'est ça que je voudrais dire. C'est qu'à un moment donné, il faut voir qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a des chiffres, qu'est-ce qu'il y a derrière le reporting, et surtout faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans les combats que l'on mène en matière de développement durable. Personnellement, je suis inquiet effectivement d'une logique qui amènerait à désigner les bons et désigner les mauvais. Et à un moment donné, je me suis dit, attendez, nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre. On est du côté, a priori, des solutions. Et bien, à un moment donné, parce qu'il y a une réglementation qui s'inscrit et parce qu'on va faire du benchmark, vous pouvez passer du côté des solutions à du côté des problèmes sans vous demander effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Donc on veut vous épargner le côté obscur quand on est vertueux. Un regard peut-être sur... Allez-y. Sur l'innovation. Cher Lucille, ouais. R&D, innovation. Vous, c'est alors, votre cœur nous, de c'est sujet. notre cœur de métier. C'est même, vous êtes partie de l'innovation pour créer l'entreprise. Exactement, on est parti de problématiques concrètes et qui, d'ailleurs, les problèmes imposent souvent d'innover. On peut dire ce que vous faites d'ailleurs, on ne l'a pas dit. Oui, on peut le dire. Ça va intéresser mon voisin. En 2 mots, on développe des solutionnements pour tout ce qui est traitement de déchets. On a aujourd'hui 2 produits, une machine qui permet de déconditionner tout ce qui est biodéchets, donc un rendu d'hypermarché et rebut de production,
et ainsi d'alimenter les filières de méthanisation ou de compostage. Et une petite machine qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus sexy, qui est un robot R3D3 qui trie et compacte automatiquement les canettes, les bouteilles, les gobelets et qui est connecté et qui permet d'optimiser tout ce qui est traitement de déchets dans les entreprises et les lieux tertiaires. Ça, c'était pour l'anecdote, mais situé qu'on a en tête qu'il y a vraiment de la R&D derrière. Voilà, c'est les deux produits aujourd'hui qu'on porte, et sachant qu'on est encore en train de développer de nouveaux produits qui sont issus de ces problématiques, mais pour en revenir à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui le milieu de l'environnement est très favorable à l'innovation dans un sens où justement il y a de plus en plus de réglementations qui se mettent en place, et donc va falloir changer les modes à la fois, on va dire, personnels et lié à la société, mais également où on peut faire évoluer via des techniques, via les nouvelles technologies, les big data. Il y a vraiment plein de choses à faire dans ce secteur-là qui sont propices. Voilà. Benjamin, peut-être un mot sur le sujet. J'en ai déjà un peu touché un mot tout à l'heure, mais la R&D, bon, les vaches, effectivement, elles émettent du méthane. On ne peut pas faire grand-chose, mais en tous les cas, il y a de la R&D qui est mise en place aussi bien par les coopératives, donc les plus grosses coopératives, mais aussi après par tout ce qui est interprofession et instituts techniques, justement pour réduire les émissions de méthane des ruminants. Et donc, ça passe en partie par la nutrition animale. On va choisir, il y a des taux de réduction quand même assez intéressants en fonction de ce qu'on donne à manger aux vaches. Donc voilà, mais la R&D c'est un élément fort, et je vous dis, nous on a 10% de grosses entreprises dans les coopératives, sinon c'est seulement des PME et des TPE. Les grosses structures comme du Tereos, donc qui font du sucre, Tereos c'est Béguincet, et Cristal Union qui sont les deux grosses sucreries, c'est Daddy, pour ceux qui connaissent, on connaît peut-être plus les marques que les coopératives. Là-dedans, il y a quand même des travaux assez intéressants. Par exemple, Cristal Union, sur une betterave, pour faire du sucre, on est pratiquement à 100% de la valorisation de la betterave. On va tout utiliser dans la betterave. Voilà. Donc là, on a vraiment un gros travail de R&D. L'eau qui est dans la betterave, on va la réutiliser pour l'injecter dans le process de transformation du sucre. Toute la chaleur aussi générée, on va la réutiliser. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont faites en R&D sur le sujet. Des logiques d'optimisation industrielle. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est que je sais on a un réservoir de questions de nos amis qui nous permettrait de passer une demi-heure de plus. Malheureusement, le temps est limité. Ce que je vous propose, c'est que, d'abord, qu'on remercie et qu'on applaudisse nos excellents intervieweurs et nos non moins excellents intervenants.